Comme à notre habitude, thématique. Gabon, élection générale, pourquoi l'Union européenne n'est-elle pas la bienvenue? En tout cas, nous nous interrogeons. Gabon, élection générale, pourquoi l'Union européenne n'est-elle pas la bienvenue? Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile, que je n'entends ni les rires ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi à la fois sauvage du sorcier, donnez à ma main puissance de modeler, donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne mets de robe au point, mais faites de ma tête une tête de proue, et de moi-même mon cœur, ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Pour l'élection présidentielle prévue au mois d'août prochain au Gabon, l'Union européenne ne va pas envoyer ses observateurs, a fait d'ailleurs savoir le chef de la délégation de l'Union européenne au Gabon, Rosario Bento País, au cours d'une rencontre avec la presse le 8 février dernier. Eh bien, elle l'a déclaré. Rosario Bento País justifie donc cette décision par le fait que le Gabon n'ait pas adressé d'invitation formelle à l'Union européenne, comme il est d'usage pour les processus électoraux. Nous n'avons pas été saisis. Il y a des procédures. Pour avoir une mission d'observation électorale, il faut que le gouvernement fasse la demande. Si on n'est pas le bienvenu, on ne peut pas venir. Vous êtes dans un pays souverain, a-t-elle indiqué. Et nous de poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière, on va le dire, cette information et surtout derrière ce refus de voir l'Union européenne venir justement sur le sol gabonais pour, on va le dire comme ça, regarder à gauche et à droite ce qui se trouvera en août prochain lors de l'élection générale, des élections générales. Lors de la dernière élection présidentielle au Gabon, il faut également le préciser, c'était en 2016, l'Union européenne avait déployé une équipe dans le pays qui avait critiqué le manque de transparence du processus électoral. À cause de ce rapport, pendant plus de 3 ans, il n'y avait pas de dialogue entre l'Union européenne et le Gabon, déplore-t-elle. Puis en 2019, après un temps, les deux parties ont convenu de ne plus dépêcher d'observateurs au Gabon, ce pour préserver les relations entre l'Union européenne et le Gabon. Et d'ailleurs, il faut préciser, mesdames, messieurs, que le 2 mars prochain, oui, le 2 mars, il est annoncé là-bas, Emmanuel Macron, du côté, on va le dire également, de Libreville. Seulement, il faut le préciser, mesdames, messieurs, c'est qu'ils sont nombreux qui ont demandé, justement, au président, j'insiste là-dessus, du Gabon, à mettre les pieds là-bas, car cette année est déclarée une année d'élection au Gabon. En tout cas, pour l'heure, nous nous interrogeons avec notre invité de ce matin. Gabon, élection générale, pourquoi l'Union européenne n'est-elle pas la bienvenue? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene ce matin, il est notre invité. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, c'est toujours un plaisir que d'être ici. Bonjour à tous nos milliards de téléspectateurs et surtout, la victoire, c'est pour bientôt. Restons focalisés sur l'objectif. Tous ceux qui sont en train de réfléchir encore à leur engagement, prenez la décision, prenez des initiatives. Ne vous limitez pas seulement à regarder les émissions, prenez les initiatives dans votre environnement. Et ensemble, nous allons réaliser ce beau rêve qui a tenu à nos ancêtres, c'est de voir cette Afrique libre, émancipée et qui a retrouvé son prestige dans le concert des nations. Eh bien, Jonathan Batengene, au Gabon, il n'y aura pas d'observateur de l'Union européenne aux prochaines élections. Le pays doit organiser d'ailleurs cette année, on va le dire, un triple scrutin présidentiel, législatif et surtout local. Mais les représentants de l'Union européenne ont annoncé qu'ils ne déploieraient pas d'équipe pour surveiller le processus de vote, un signe inquiétant pour l'opposition gabonaise. Le Gabon, c'est un territoire un peu... Nous avons pour habitude de dire qu'il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Gabon. C'est des territoires qui seront difficiles à décrypter pour les panafricanistes parce que c'est des territoires où l'endocolonat a fait son lit. Au niveau du Gabon, il faut noter qu'à la mort du père Bongo, 2009, oui. L'accession au pouvoir du fils a été adoubée par Paris. Le père Bongo étant le Houphouët des temps modernes. Oui. Le Houphouët du début du XXIe siècle, c'est-à-dire après le décès de Houphouët.
en 97-99, je crois bien, du moins à la fin des années 90, le remplaçant de Fouet dans la France-Afrique, c'était le président Omar Bongo Ondimba, défunt président Omar Bongo Ondimba. Et le président Omar Bongo Ondimba était devenu même tellement puissant qu'il cooptait des personnes dans l'establishment français. Et il proposait ceux qui devaient accéder aux hautes fonctions en France. Ce fut le cas avec Sarkozy, il faut dire quand même Nicolas que Sarkozy, c'est sa fabrication. C'est la fabrication d'Omar Bongo. Les Hollande même, les Hollande, c'est lui qui suggère, il faut mettre Hollande ici, il faut faire comme ça. Donc c'est un homme qui a fabriqué beaucoup de personnalités. Il a créé au niveau du Gabon une France-Afrique très complexe, mais surtout systématique. C'est-à-dire, elle n'était pas seulement une France-Afrique de réseau, elle était un réseau systématisé, officialisé. Cette France-Afrique a au sommet, dans son réseau d'intégration, la franc-maçonnerie, la Grande Loge tropicale gabonaise, la Loge tropicale du Gabon. Dans la Loge tropicale du Gabon, vous avez tout le landerneau politique et même économique et culturel du Gabon. Je discutais une fois avec un étudiant gabonais qui regarde les émissions et qui avait beaucoup en estime tout le travail que nous faisons. Et il me dit qu'ici, s'ils ne sont pas rosicruciens, ils sont francs-maçons, les enseignants d'université. Donc voilà comment le Gabon est structuré. Vous avez aussi une classe moyenne qui vit dans une certaine opulence, vous savez ce que nous avons toujours dit. La classe moyenne, c'est le mécanisme par lequel l'oligarchie internationale s'adjuge la fidélité d'une certaine élite qui est en construction. Des gens qui auraient pu aider à bouger les lignes se font happer. Il y a une sorte de corruption morale. Mais cette fois-là, c'est une corruption très subtile. Ça passe par les salaires mirobolants. On leur donne des salaires mirobolants dans des multinationales. On les traite comme des petits princes. Ils ont des voyages sur les pays étrangers, et surtout en Europe. Et là-bas, ils sont traités comme des citoyens de très haute catégorie. Ça leur donne l'impression que leur société est valorisée. Et ça les détache des combats des autres peuples. Ils croient même qu'ils sont des Africains différents. Voilà. Ce sont des Africains différents. Vous allez voir dans les propos de beaucoup de responsables de la jeune française. Ils diront que non, le Gabonais, c'est quelqu'un de... On lui prête un caractère différent. Mais c'est du diviser pour mieux régner. Donc, on fabrique cette élite, cette classe moyenne au Gabon pour les dissocier de ces problèmes. Et cette classe moyenne participe à la gabégie et au pillage des ressources. C'est comme ça que vous avez des projets, par exemple l'uranium qui a pollué toute une ville gabonaise, je me souviens de la ville, qui a été totalement polluée. Vous avez Total qui a exploité du pétrole dans plusieurs localités au Gabon, a laissé un environnement délétère, oui, un environnement totalement saccagé. Et donc ces différentes zones-là, ça s'est fait avec la bénédiction des élites gabonaises. Vous avez les différents ministères, parce que les ministres au Gabon, vraiment, pour avoir échangé avec quelques personnes qui connaissent, les ministres au Gabon, c'est vraiment des personnalités. C'est des personnalités, au sens même économique du terme, c'est des acteurs avec un patrimoine impressionnant. Voilà le système que la France-Afrique a créé au Gabon. Et comme il y a une population qui est relativement peu importante, oui, alors le système marche relativement bien là-bas et les acteurs du petit peuple ne peuvent pas facilement trouver des relais parce que dès que l'un d'eux émerge comme un acteur majeur, il est happé par le système de cooptation dans les réseaux. Oui. Et ça fait que les perspectives de résistance au Gabon sont très faibles. Quand on voit les acteurs, même qui veulent défendre le Gabon, parfois nous avons trouvé un peu suspect que certains acteurs ils vous écrivent depuis la France. Ils disent « je viens en France » et ils vous disent qu'il va défendre le Gabon. Moi, parfois, je ne réponds pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas entrer. C'est que je me pose 1001 questions. Comment tu feras
quand tu vas commencer vraiment ce combat, si tu es sincère, on va te rapatrier. Et le Gabon, ce n'est pas le Cameroun. Quand tu vas rentrer au Gabon, on va te jeter en prison. Parce que là-bas, les endocolons sont totalement maîtres. Donc voilà un pays. Il faut d'abord cette configuration. Les batailles de prise de pouvoir au Gabon se sont toujours faites par l'endocolonat. Donc il fallait ce contexte pour que les Africains comprennent bien. On est dans un État totalement contrôlé par l'endocolonat. Et donc, chaque fois qu'il y a les batailles de prise de pouvoir, c'est l'endocolonat qui se met à gauche et l'autre se met à droite, et c'est le pouvoir à droite. Et l'endocolonat de gauche commence à dire « Ah, celui-là, il gère mal, il gère mal, il gère mal » pour récupérer l'affaire. Donc, c'est des rivaux politiques, ce n'est pas de véritables alternatives politiques qui sont en concurrence. Dans ce contexte, donc, le président Bongo, Ali Ben Bongo, quand il prend le pouvoir en 2009, il va connaître deux grandes adversités. La première, des endocolons, hein, parce qu'il fallait poser ce qu'on ne croit pas que je vais parler de quelque chose où il fallait l'opposant a fait ci. C'est l'endocolonat au Gabon. Donc, le premier, c'était Mbaouba, qui est presque un cousin à lui, hein, parce qu'il a grandi dans presque les mêmes conditions que lui à la présidence. Mbaouba, il a été ministre, il a eu la confiance de son père, il était franc-maçon, tout le reste. Mbaouba affirme avoir gagné les élections. Ils sont tous deux dans l'endocolonat. Mbaouba recherche le soutien de la France pour prendre le pouvoir. Malheureusement, Ben Bongo, certainement, a donné beaucoup plus. Donc, il a fait beaucoup plus de concessions. Et donc, on lui laisse le pouvoir. Seulement en 2015, il y a fâcherie. Pourquoi? Parce que pour réaliser certains projets, par exemple, pour faire les stades de la CAN, les fameux stades de la CAN, le Gabon a dû recourir aux Chinois. Et en ce moment, Ben Bongo a comme conseiller spécial un Chinois. D'ailleurs, qui est parti il y a très peu de temps parce qu'il y avait l'adversité française. Donc, les Chinois ont construit les infrastructures. Les Chinois se retrouvent à gagner des marchés au Gabon. Ça gêne la jeune Française. Vous savez que la jeune Française est comme une fille jalouse. Elle ne construit jamais rien, elle ne fait jamais rien. Elle ne développe pas, mais elle est là quand même pour piller. Vous ne devez rien avoir, mais vous devez la garder. C'est ça la jeune Française. Donc. Et Bongo, qui veut quand même lui aussi laisser ses marques, il dit non, il faut. Les Français disent non, ça ne peut pas se faire. Donc il va connaître une seconde adversité en l'élection de 2016 avec Jean Ping. Cette fois-là, c'est Jean Ping. Jean Ping, lui, c'est le fils de son père, c'est l'autre fils de son père, mais lui avec une Asiatique. Et il a été président de la Commission de l'Union africaine. D'ailleurs, quand on connaît aujourd'hui la nature de l'Union africaine, donc le premier grand coursier de l'Occident en Afrique, Jean Ping se lance dans une course où il se dit qu'il a les soutiens pour prendre ce pouvoir. Il fait tout et Bongo réussit, Ali Ben Bongo réussit encore à s'imposer. Cette fois-là, quand même, ça passe, mais avec beaucoup de difficultés, parce que Jean Ping nous a même donné le spectacle des révolutions de couleur. C'est-à-dire qu'il a commencé une révolution de couleur, elle s'est estompée, parce que le président Ali Ben Bongo a tenu bon. Alors, après le départ de ces deux grands endocolons, qui eux deux étaient aussi francs-maçons, donc ils étaient dans tous les réseaux, les mêmes réseaux que Ali Ben. Après le départ de ces deux grands endocolons, il n'y avait presque plus quelqu'un qui avait, il n'y en avait même plus, quelqu'un qui avait la carrure d'Ali Ben Bongo. Donc le contexte politique est rentré dans ce que j'appelle une phase consensuelle. Pas un consensus du fait que les acteurs étaient convaincus des bases du nouveau système, mais du fait que les rapports de force étaient tellement défavorables que chacun trouvait que c'était suicidaire de se lancer dans une aventure contre Ali Ben Bongo. Donc tout le monde s'est rangé et maintenant la société politique gabonaise évolue suivant les règles et les volontés d'Ali Ben Bongo. D'ailleurs, il est en train de positionner ses enfants à toutes les positions, l'autre à la garde présidentielle, l'autre aux affaires étrangères, l'autre. Il met ses enfants dans tous les rouages du pouvoir pour que, certainement, de manière dynastique, ça se perpétue. D'ailleurs, son fils, qui était même directeur de campagne, j'ai appris qu'il est devenu le numéro 3 du parti. PDG? Voilà, du parti.
du PDG. Et soit numéro 3, soit numéro 2, quelque chose comme ça. Vous avez cette structuration qui a commencé à se faire. Ali Ben Bongo donc contrôle le pays. Et Ali Ben Bongo, quand il sent qu'il y a la pression sur les Chinois qui l'aident à réaliser les projets, il fait des concessions aux Français. D'ailleurs, les Français ont gagné d'importants contrats d'armement encore avec l'armée gabonaise. Ils ont les projets, les programmes de formation, ils ont repris beaucoup de programmes de formation. La marine gabonaise, ils ont réussi à vendre du matériel obsolète à la marine gabonaise, mais ils disent que c'est du matériel, c'est du bon matériel. C'est des frégates, ils ont fait pareil avec le Cameroun. Donc, ils ont vendu du matériel. Dans le cadre de la coopération technologique, ils se sont positionnés comme le premier grand partenaire du Gabon et contrôlent. Dans la coopération commerciale, ils sont en train de cadenasser le marché gabonais avec les supermarchés. D'ailleurs, les marques, on les retrouve également au Cameroun. Ces marques qu'ils utilisent pour certainement conquérir le marché de l'Afrique centrale. Donc, les Français sont revenus en bonne grâce. Ils ont même fait partie les Chinois parce que les Chinois étaient également dans l'exploration pétrolière. Ils ont attaqué les Chinois avec les terroristes. Les terroristes qui quittaient le Nigeria. Hein, là-bas, dans la presqu'île de Bakassi, là, juste en remontant. Le groupe, le MED. Voilà, le MED. Voilà, le les Delta Fighters. Ces gens vont attaquer jusqu'au Gabon. Ils traversent au Cameroun, hein. Ils vont jusqu'au Gabon attaquer. Ils attaquent au Gabon, ils rentrent au Nigeria. C'est des groupes. Et ils ont leur cible précise. C'est les travailleurs des compagnies d'exploration chinoises. C'est-à-dire que s'ils vont là, ils laissent les Anglais, ils vont seulement chez les Chinois. C'était des moyens de pression que la France a mis, les moyens non conventionnels qu'ils utilisent dans la guerre asymétrique contre la Chine. Donc, on ne peut pas dire donc que le Gabon soit en mauvaise passe, en mauvaise langue avec l'Union européenne. Ce n'est pas une affaire de, c'est pas non plus aussi le Gabon du dictateur Ali Ben Bongo. D'ailleurs, qu'on a vu écrit ça nulle part. Même Pierre Péan qui s'est essayé à vouloir tirer contre Ali Ben, il a reçu sa dose parce que plusieurs ouvrages ont été publiés à Paris et des journaux très sérieux ont repris la note de lecture de ces livres-là. Donc, pour dire à Pierre Péan qu'ici, on ne touche pas à Ali Ben. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une contradiction. Cela signifie que la France-Afrique a de beaux jours encore du côté du Gabon. Ça se porte très bien. Même s'il y a des mouvements panafricanistes qui naissent. Les mouvements panafricanistes naissent. Au moment de saluer nos frères qui sont là-bas, Privan Gomor, tous ceux qui sont au Gabon, nous saluons leur engagement. Tous ceux, les membres de l'ONS qui se battent. Mais maintenant, avec le Gabon, le pouvoir en place, il n'y a pas une contradiction. Il y a plutôt une domestication achevée de la classe politique gabonaise. Donc même l'opposition vous la voyez encore faire quoi? À la France. L'opposition elle-même, les opposants vivent en France pour la plupart. Il n'y a que quelques opposants qui vivent au Gabon et ceux-là, ils ont plus peur pour leur vie. Donc, c'est plus violent au Gabon que partout. Pendant ce temps, Jonathan Batenguene, il est quand même annoncé, Emmanuel Macron est annoncé du côté du Gabon pour le mois de mars prochain. Ce sera bien sûr le 2 mars prochain. Et par une lettre remise d'ailleurs à l'ambassadeur de France en poste à Libreville, des citoyens invitent d'ailleurs le président français à reconsidérer l'opportunité de venir l'année de l'élection présidentielle au Gabon. Seront-ils entendus ou alors Macron vient encore adouber Ali Bongo, malade, à demeurer au pouvoir? Mon frère Ngoz, vous avez été gentil. Si les Gabonais vous entendent parler de cette maladie, ils vont vous dire que vous êtes complice de quelque chose. Vous savez que eux ils disent que leur président serait décédé depuis 2 ou 3 ans. Et que tout ce qu'on voit, c'est un simulacre. Il y a des gens qui se sont spécialisés. On m'a même envoyé des vidéos. J'ai regardé ces vidéos. Je ne suis pas un spécialiste des masques et autres choses. Donc, je ne vais pas corroborer cette thèse. Mais c'est pour dire que au Gabon, l'environnement est tel que les gens soupçonnent que ce n'est pas leur président qui gère et que c'est sa femme qui est française, qui est une citoyenne française qui gère en fait le Gabon, avec la bénédiction de plusieurs collaborateurs français. Moi, j'étais surpris de voir que l'un des hauts responsables de la présidence de la République, c'était un Français. Donc,
C'est pas la première fois, il faut dire que vous sachiez que pendant que le père était au pouvoir, c'est d'ailleurs un ancien mercenaire qui faisait des coups d'État sur le continent africain qui était son conseiller. Voilà, moi je ne savais pas ça, donc je découvre. Merci beaucoup. Donc, voilà un truc, voilà une réalité. Il n'y a pas de contradiction. La visite de Macron aura un autre sens. Certainement renégocier. Vous savez que l'Europe aujourd'hui a des problèmes d'approvisionnement en gaz, le Gabon. Et pour montrer à tous ceux qui croient, qui peuvent se tromper parce qu'ils voient une actualité faite pour troubler les sens et troubler les perceptions, à dessein d'ailleurs, parce qu'il faut donner l'impression que même au Gabon, la France est en difficulté, ou bien que l'Union européenne serait en mauvaise passe avec le Gabon. Non, c'est pas ça. Le Gabon est l'un des rares pays qui a condamné la Russie à l'ONU. Le Gabon, pendant que les autres pays de l'Afrique centrale, vous évitez de couvrir d'opprobre le Mali, le Gabon est quand même le pays qui, sous sa présidence, a porté un dossier contre le Mali au Conseil de sécurité. Le Gabon a participé à ça. Oui. Le Gabon a même voté contre le Mali. Le Gabon, donc, c'est un pays qui est en bonne langue avec l'Union européenne. Mais le Gabon, où est-ce qu'on va le situer? C'est parmi les amis gênants. Vous savez, vous avez ce genre d'amis peut-être. Pour les gens, c'est les hypocrites qui les ont. Moi, je n'en ai pas. Mais il y a les hypocrites qui disent « j'ai des amis partout ». J'ai un ami mendiant, j'ai un ami... je ne peux pas citer d'autres. Les professions, pour moi, elles sont toutes nobles. Donc, il va donner une profession et puis il va dire « oui, c'est mes amis ». Mais seulement, c'est ses amis dans les commentaires où il n'y a pas d'importance. Chaque fois qu'il est dans une situation de prestige et que ses amis passent et qu'ils essayent de le reconnaître, il dit « pas ici ». Donc, il a honte de ses amis. En fait, le Gabon, c'est le pouvoir, le régime d'Ali Ben Bongo. L'Union européenne n'assume pas son soutien à ce régime. L'Union européenne n'a pas besoin qu'on lui envoie la lettre pour venir couvrir les élections. L'Union européenne, généralement, même l'enveloppe. Est-ce que l'Union européenne devrait même se proposer à venir pour observer les élections dans un pays africain? Prenons même l'hypothèse qu'ils le fassent. Par le passé, partout, ils l'ont fait. Par quoi? Comment est-ce que ça commence? C'est le pays qui les invite. Généralement, ils disent que pour vos élections, on est prêt à vous donner de l'argent. Et au nom de ça, ils vous envoient des gens. Donc, si ils n'ont même pas proposé de l'argent, aux Gabonais, les Gabonais ont raison, ils ne même pas les inviter. Et s'ils ont financé les élections, dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais maintenant, on n'a pas vu les mêmes procédures. Donc, ça veut dire que l'Union européenne, ils savent qu'il n'y a pas d'enjeu. Ils se disent, de toutes les manières, Ali Ben va gagner. Notre gars est solide. Bon, maintenant, il faut quand même qu'on lui montre qu'il n'a pas tout notre soutien. Bon, pour masquer tout ça de manière marketing, il crée ces communications un peu dissonantes qui peuvent perdre l'essence chez des personnes qui n'ont pas une solide culture sur ce qu'est le Gabon. Mais nous savons que ce n'est pas réel ce qu'on voit. C'est du cinéma, c'est essentiellement des fantasmagories, c'est servi pour distraire l'opinion, pour donner à l'opinion de quoi se gargariser. L'Union européenne est promoteur de la démocratie, promotrice des valeurs des droits de l'homme, tout comme ça. Mais cette Union européenne n'existera pas à aller commander le gaz, le pétrole gabonais dans les jours qui suivent en disant il faut compenser ce que nous perdons en Ukraine. Donc, c'est pas un réel souci du peuple gabonais. C'est même de l'hypocrisie vis-à-vis du peuple gabonais. Pourtant, ils sont nombreux, les hommes et femmes qui ont pris l'initiative d'écrire une lettre à l'ambassadeur de France en poste, on va le dire comme ça, à Libreville, de demander à Macron de reconsidérer sa visite dans le pays, dans une année comme celle-ci qui est une année électorale. Le peuple gabonais n'a qu'un seul point. Si écrire les lettres à Macron, ça n'est pas trop pertinent. Mais c'est bien de prévenir parce qu'en Afrique, avant même de vous d'agir, on préfère parfois vous le dire. C'est bien de prévenir. L'initiative est bien. Mais le peuple gabonais doit savoir qu'il n'est pas dans une situation, il n'est pas dans la même situation que d'autres peuples. Il ressemble un peu au peuple malien. Peuple malien sous Ibeka, où vous aviez une classe politique qui était totalement acquise à la France-Afrique
Et vous aviez des leaders de la société civile qui disaient, nous on veut notre pays, on veut faire le pays. Donc les Gabonais doivent le savoir. C'est pas la peine d'écrire des lettres à la France. Ils ont une grosse base là-bas, une grosse base militaire. Et nous, dans le programme panafricaniste, il faut que ça dégage. Donc les Gabonais, ce qu'ils doivent faire, simplement, c'est prendre leurs responsabilités. Ils doivent prendre leurs responsabilités et ramener un gouvernement panafricaniste à la tête du Gabon. C'est la solution. Emmanuel Macron qui arrive, il vient à Doubé, Ali Bongo. Même si vous me dites que les populations déclarent qu'il est mort. Il va venir nous servir un autre cinéma. Ça sera un autre cinéma. Il fera semblant d'écouter les populations. Il fera semblant, mais après, quand il sera dans les cercles fermés, vu qu'il sait que c'est une citoyenne française qui gère au fond le Gabon, il va simplement dire, waouh, dans le contexte actuel, c'est du pain béni. Donc, il va se servir. Il vient pour se servir. C'est aux Gabonais de comprendre qu'on ne peut pas compter sur un voleur pour protéger nos biens. On ne peut pas le faire. Si vous mettez un voleur vigile, ne soyez pas surpris de voir que votre fortune sera totalement dérobée. Donc, vous ne pouvez pas compter sur Macron pour protéger le Gabon. Ils doivent compter sur eux-mêmes. Ils doivent prendre eux-mêmes les mesures, les précautions pour que leur fortune nationale soit préservée. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. L'élection qui arrive, vous avez vu le débat, les plaidoyers, les pourparlers nationaux. Les pourparlers nationaux qui sont ouverts, ça n'a pas de consistance. Quand vous regardez la commission électorale qui va diriger, bien sûr, le responsable de la commission, le président, est élu. Mais il fait partie de quel parti? Il est militant. Militant du parti au pouvoir. Il est militant du PDG. Et donc, un militant du PDG va organiser les élections pour que le PDG perde. Ah, ça, il faut un vrai miracle. Donc, vous voyez que ce Gabon-là, il n'y a pas. Mais par contre, ce qui est quand même pertinent, et les Africains devraient regarder, c'est de voir comment les médias de la jeune française traitent de toute cette affaire. Il y a beaucoup de considération, beaucoup de respect, beaucoup de prudence, un langage qu'on ne voit pas beaucoup quand il s'agit du Mali ou bien du Burkina Faso. Allez savoir ce qui se cache derrière. Merci à vous, Jonathan Matengue, d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir, mon frère Ngos, et nous savons une chose, la victoire est certaine. Les Africains, réveillons-nous, travaillons ensemble, unissons-nous, organisons-nous. Le temps est venu, c'est notre temps. Mesdames, Messieurs, nous mettons la clé sur le paillasson pour cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.